Assalamu alaikum. Donc, dans cette vidéo, on va vous présenter un exercice d'application corrigée sur le modèle booléen de base ou bien le modèle booléen strict qui est utilisé dans la conception des systèmes de recherche d'informations. Donc, on a déjà vu des vidéos sur les notions de base de ce modèle. Donc, dans cette vidéo, on va voir une application bien détaillée. Bien. Donc, le plan de la vidéo est le suivant. Premièrement, on va faire un petit rappel sur le modèle booléen de base. Puis, on va voir la procédure de pré-traitement des documents et des requêtes. Et puis, on va aborder l'exercice d'application corrigé en détail. Donc, comme rappel, on sait que le modèle, c'est-à-dire lorsqu'on utilise le modèle booléen strict pour concevoir un système de recherche d'informations. Donc, ce modèle, il est basé sur l'algèbre de Boole et aussi sur la théorie des ensembles. Donc, pour pouvoir faire l'appariement, ou bien le matching, ou bien la correspondance entre la requête qui est formulée par l'acteur utilisateur et entre documents, ou bien les différents documents du corpus, ce modèle utilise premièrement la mesure RSV, Relevance Status Value ou le score de similarité. Cette mesure, elle est binaire, c'est-à-dire que le résultat c'est 1 ou 0, ou bien true ou false. Donc, je vous donne les formules et les règles suivantes pour mesurer cette valeur et aussi déterminer l'ensemble des documents pertinents en utilisant le modèle booléen. Donc, on a dit que le modèle booléen, il retourne un ensemble d'éléments ou bien de documents pertinents, mais sans les ordonner. C'est ça, j'ai déjà énoncé que c'est un des inconvénients de ce modèle. Bien. Donc, premièrement, on va utiliser la mesure RSV pour calculer, c'est-à-dire la similarité ou bien le score de similarité. Donc la RSV qui a deux paramètres, le DI et le TJ, ou bien deux variables, le DI et le TJ, est égale à 1 si le terme TJ appartient au document DI, 0 sinon. Donc on n'a que deux valeurs, c'est pour ça qu'on dit similarité binaire. Donc, et lorsqu'on a, c'est-à-dire la RSV, on voudrait mesurer la RSV vis-à-vis d'une requête qui est formée de la conjonction de deux requêtes, Q1 et Q2, alors la RSV, c'est la RSV de D1Q1, DIQ1 et la RSV de DIQ2. Ici, on est en train de développer, c'est-à-dire la mesure de RSV de DIQ1 et Q2. Donc, c'est la conjonction entre la RSV de DIQ1 et la RSV de DIQ2 qu'on est en train de développer, c'est-à-dire la requête d'une façon élémentaire est égale à RSV de DIQ1 fois RSV DIQ2. Donc, c'est la multiplication entre les deux valeurs. Vous voyez qu'on capte ici la notion de, premièrement, le calcul ensembliste, c'est-à-dire un calcul booléen et aussi un calcul ensembliste parce que ce modèle utilise la théorie des ensembles et aussi l'algèbre de Boole. Donc ici, si on a par contre RSV de DIQ1 ou Q2, donc c'est la RSV DIQ1 ou la RSV DIQ2 qui est égale à RSV DIQ1 plus la RSV DIQ2 moins la RSV de DIQ1 fois la RSV de DIQ2. Donc vous voyez la transformation de, c'est-à-dire l'évaluation logique en une évaluation numérique en utilisant la soustraction et la multiplication. Donc il faut respecter ces règles lorsqu'on voudrait utiliser ce modèle pour faire une recherche d'information. La même chose pour la requête de type non-Q ou bien sauf Q, c'est-à-dire la RSV de DU non-Q. Ici, c'est le symbole de du terme logique non. Donc, c'est bien du connecteur logique non. Donc, on a c'est la non-RSV de DUQ. Donc, est égal à 1 moins RSV DUQ. Vous voyez, donc on a une soustraction ici. Et la RSV DUQ, de façon générale, c'est la RSV DUQ. Ici, si on a, c'est-à-dire plusieurs connecteurs dans une même requête. Donc ici, ces règles sont utilisables lorsqu'on voudrait calculer la similarité binaire
en utilisant les connecteurs logiques et ou bien le non. Maintenant, on peut trouver les mêmes ensembles en utilisant la théorie des ensembles. Donc la réponse à une requête est l'ensemble des documents qui sont similaires à cette requête. Comment? Donc la réponse pour c'est-à-dire une requête qui est formée d'un seul terme T, c'est l'ensemble des documents D qui appartiennent à l'ensemble du corpus D, tel que T appartient à D. Maintenant, la réponse du requête Q qui est formée de plusieurs termes, c'est l'ensemble des documents D appartenant à D, tel que la RSV de DQ est égale à 1. Donc, si on fait une évaluation logique c'est-à-dire de la requête Q, on trouve la réponse booléenne 1, ou bien true. Donc, si on a la réponse à la requête Q1 et Q2, c'est l'intersection entre les deux ensembles de la réponse à la requête Q1 et la réponse à la requête Q2. Donc, vous voyez ici qu'on détecte le symbole intersection. Donc, on utilise le symbolisme dédié à la théorie des ensembles. Vous avez vu ici qu'on a utilisé le et, le ou et le non parce qu'on a utilisé la logique de Boole. Puis on l'a transformé en un plus et un moins et un fois, c'est-à-dire les opérations multiplication, addition et soustraction. Et puis, au niveau de la théorie des ensembles, on utilise le symbolisme de la théorie des ensembles. Donc, c'est l'intersection des ensembles de documents qui sont obtenus par la réponse à la requête Q1 et l'ensemble des documents obtenus par la réponse à la requête Q2. Donc, intersection. On l'utilise dans le cas de la connexion logique et. Pour la réponse à la requête Q1 ou Q2, c'est l'union. Ici, on utilise l'union. À l'intersection, l'union entre les deux ensembles, réponse Q1 et réponse Q2. Et puis, si on voudrait, c'est-à-dire déterminer la réponse à la requête non Q, c'est l'ensemble D, c'est-à-dire l'ensemble des documents du corpus, l'ensemble D majuscule, moins l'ensemble formé de documents obtenus par la réponse à la requête Q. Donc on a ici la soustraction. Et puis la réponse pour une requête Q qui est formée de plusieurs connecteurs, c'est l'ensemble de la réponse à la requête Q d'une façon, c'est-à-dire en enlevant les parenthèses. Bien. Donc ça c'est une révision concernant les règles de mesure de la RSV ou bien l'évaluation d'une proposition logique pour une recherche d'information, bien sûr, dans le modèle booléen de base. Bien, ça c'est le premier rappel. Ici, une remarque importante, le traitement de requête, c'est un appariement, c'est-à-dire on va utiliser ces mesures-là, c'est-à-dire la RSV, elle est utilisée au niveau de l'appariement, qui est une phase importante dans le processus de développement d'un SRI. Donc, l'appariement utilisé dans le modèle booléen strict est un appariement exact, parce qu'on a vu qu'on a deux types d'appariement, approché et exact. Donc, puisque ici on a une similarité binaire, donc on a le 1 ou bien le 0, donc l'appariement il est exact, c'est-à-dire il est basé sur la présence ou l'absence des termes de la requête dans les documents. Oui, le terme existe dans le document, non, le terme n'existe pas dans le document. Bien sûr, le terme de la requête. Maintenant, une autre remarque, une requête combinant deux termes reliés par une conjonction, bien une intersection si on parle de la théorie des ensembles, la conjonction AND, donc retrouvera un ensemble de documents inférieur ou égal à l'ensemble des documents restitués ou bien retournés par chacun des termes pris séparément. Donc ici, c'est une remarque, on peut dire de contrôle pour que l'étudiant puisse contrôler ses résultats. Donc si on a une conjonction, bien une intersection, on va retrouver un ensemble de documents, c'est-à-dire l'ensemble de documents obtenus comme résultat, il est toujours inférieur ou égal à l'ensemble des documents restitués ou bien retournés par chacun des termes pris séparément. Bien. Maintenant, une requête combinant deux termes reliés par une conjonction qui est l'union, bien or, elle retrouvera un ensemble supérieur ou égal à l'ensemble des documents restitués par chacun des termes pris séparément. Vous voyez que ici c'est antagoniste, donc on a ici c'est inférieur ou égal dans le cas de et pour le or ou bien le ou, on a supérieur ou égal. Donc c'est une remarque importante que l'étudiant peut utiliser comme contrôle à ses calculs. Bien. Maintenant, avant d'entamer l'exercice, il y a la notion de pré-traitement des documents et des requêtes. Donc, ce pré-traitement-là, c'est pour pouvoir déterminer notre vocabulaire et nos termes d'indexation. Donc,
un des obstacles majeurs à l'amélioration des performances des systèmes de recherche d'information, ou bien du façon, c'est-à-dire direct, un moteur de recherche dédié dans le contexte web. Elle a été depuis longtemps le nom, c'est-à-dire l'obstacle était le non-appariement des termes de l'index et ceux des requêtes. On avait un problème, c'est-à-dire une insuffisance dans la correspondance entre les termes de la requête et ceux de l'index. À cet effet, l'ensemble des documents du corpus donné subit des pré-traitements linguistiques conduisant à la constitution de l'index inversé et de la représentation documentaire. Donc ces pré-traitements-là, ce sont des procédures qui vont traiter le corpus, ou bien les documents, pour pouvoir en tirer un vocabulaire filtré, c'est-à-dire bien, comment dirais-je, il est réduit et contient les termes essentiels qui ont du sens vis-à-vis de la recherche de l'utilisateur. Donc en général, bon, dans notre cas, puisqu'on utilise des documents textuels, donc on va se baser sur les pré-traitements des documents textuels. Donc on a les procédures suivantes. Le pré-traitement, il comprend les procédures suivantes. Il y a la segmentation, ou en anglais on l'appelle la tokenisation. Il y a la normalisation, qui contient deux types de normalisation, la normalisation textuelle ou bien surfacique et la normalisation linguistique qui a deux types, la lemmatisation et la racialisation, ou bien le stemming. Ok, je vais corriger ici un détail, c'est-à-dire syntaxique si je puis dire. Ok, donc on a ici deux types de normalisation, très bien. Donc, ce pré-traitement, comme je viens de le dire, contient la segmentation, la tokenisation, la normalisation qui contient deux types de normalisation, la textuelle et la linguistique. Et la linguistique contient deux types de procédures, la lemmatisation et la racialisation. La racialisation, ou bien le stemming en anglais. Parce que la racine vient stem, le radical plutôt. Et aussi, la dernière procédure, c'est le filtrage par un anti-dictionnaire, ou bien la procédure stop words en anglais, ou bien mot vide en français. Donc on va voir par la suite que veut dire un anti-dictionnaire. Bien, donc on va détailler ces procédures-là. Donc, avant d'entamer chaque procédure, ce schéma explicatif que j'ai pointé bien sûr en bibliographie, il illustre bien le processus qui contient ces différentes procédures. Donc au départ, on a un ensemble de corpus, un corpus qui est formé d'un ensemble de documents DI. Par exemple, ici, on a de D1 jusqu'à DN, un ensemble de documents. Donc, c'est la collection de documents ou bien le corpus. Donc, une fois on a notre corpus, il doit subir un pré-traitement linguistique. Ok? Donc, ce pré-traitement linguistique, il va nous donner comme résultat le vocabulaire, qui est un ensemble de termes d'indexation qu'on va utiliser pour faire un appariement. Pour aboutir au document pertinent. Donc on doit déterminer le vocabulaire qui est un élément de base, comme donnée de base, pour développer notre système de recherche d'information. Une fois le vocabulaire obtenu, donc c'est-à-dire la phase de pré-traitement linguistique, elle va entamer automatiquement, c'est-à-dire le vocabulaire, il va entamer ou bien il va donner les descripteurs ou bien les termes index de notre traitement. Une fois on a le vocabulaire et on a les descripteurs, les termes d'indexation, donc c'est-à-dire le vocabulaire ou bien l'ensemble des termes d'indexation, donc on va représenter chaque document dans l'espace des termes. Donc la représentation, bien sûr, c'est selon le modèle choisi. Donc on peut utiliser le modèle booléen, on va représenter selon ce modèle, ou bien le vectoriel, ou bien le modèle étendu, ou bien le probabiliste et aussi d'autres modèles qui existent dans le domaine de la recherche d'information. Ici, l'essentiel, après avoir obtenu le vocabulaire, on va représenter le document dans l'espace des termes. Donc, on obtient les termes du vocabulaire, ce sont les termes de T1 jusqu'à Tn. Ok. Et puis, on a ici bien Tm, parce que le nombre de documents ne doit pas être égal au nombre de termes, c'est pas obligatoire. Donc, on a de D1 jusqu'à Tn, et on va représenter chaque document selon l'index, bien les termes d'indexation. Donc, une fois qu'on a compris ce processus de façon graphique, je vais expliquer chaque procédure. Premièrement, la segmentation, bien la tokenisation. C'est quoi cette procédure? Elle consiste à découper notre texte
en termes ou en token en anglais. D'où le nom de tokenisation. Donc, exemple, si on a le document textuel suivant. Bien, notre document est le suivant. Au sens étymologique, l'information, virgule, l'information est ce qui donne une forme à l'esprit. Ça, c'est un texte, c'est-à-dire un document textuel qui contient des mots, bien sûr. Donc, si on va compter les mots qu'on a, on a 14 mots. Donc, on a le O, c'est 1, 2, 3, la virgule, c'est 4, le L apostrophe, 5, information 6 et 7, le SE, c'est 8, le qui, 9, le don 10, une 11, forme 12, A c'est 13, l'esprit L apostrophe c'est 14 et esprit 15. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc ici j'ai oublié la virgule parce qu'on doit la considérer. C'est une ponctuation, on ne l'a pas considérée. Ok. Donc ici je parle de mots et pas de. Normalement, je préfère la considérer la ponctuation parce que j'ai pas. C'est au niveau de la lématisation. La lématisation. Et qu'est-ce que je vais faire ici? La normalisation plutôt. Ici on a normalement 15 mots. Je vais prendre ici 15 mots. Donc je vais. C'est-à-dire pour moi, je vais prendre la virgule comme un terme. Bien. Très bien. Donc on a 15 mots. Très bien. Ici, si on va enlever le l'apostrophe, parce qu'on est 2, on va obtenir 4. Ok, je termine. Ça c'est une rectification. Ça m'oublie de saisir. Donc ici on a 15 mots parce que je vais considérer la virgule comme un mot, mais on va la filtrer dans une phase, bien par la procédure de normalisation. Donc ici on a 15 mots, mais seulement on va retenir que 14 types de mots parce qu'on a ici deux fois le L apostrophe. Ok, on a L apostrophe ici et L apostrophe ici. Donc on va enlever c'est-à-dire les doublures. Donc on a 14 types puisqu'il y a deux instances de L apostrophe. Très bien. Dans ces 14 types, on va faire un filtrage. Ce filtrage, c'est par un antidictionnaire qu'on va voir par la suite. Donc, il va nous rester que 6 termes. On va enlever la ponctuation, on va enlever, c'est-à-dire tout ce qui est, c'est-à-dire les termes qui appartiennent à un antidictionnaire, comme le apostrophe, comme le et, le ce, le qui, etc. Donc, on a sens, étymologique, information, don, forme, esprit. C'est le vocabulaire qu'on va obtenir. Mais normalement, c'est-à-dire la phase de tokenisation, ça c'est normalement, c'est-à-dire ce traitement-là, ça concerne les autres procédures. Normalement, au niveau de la tokenisation, c'est-à-dire la phase de tokenisation, elle consiste à cette phase-là. C'est ici qu'on va, c'est-à-dire que s'arrête la tokenisation. Fin de tokenisation. Ok? Parce que ce que j'ai écrit ici, c'est un traitement normalement qui contient les autres phases. Donc, on va le considérer après. Parce qu'on a fait le filtrage, on a fait la normalisation. Donc, je vais revenir ici après avoir expliqué les autres procédures. Donc la tokenisation, c'est l'étape où on va découper le texte en des termes ou bien des tokens. Donc c'est ce qu'on a fait ici. On a pris chaque mot, c'est-à-dire où il y a l'espace, chaque mot, on l'a pris à part. C'est un terme à part, indépendant. Ok? On a enlevé les doublures, comme le L apostrophe, donc on a obtenu 14 types de mots. Bien. Donc fin de tokenisation. La deuxième phase, donc je termine sur la tokenisation. Cette étape qui est la tokenisation, ou bien la segmentation, est une étape difficile et cruciale puisqu'une mauvaise segmentation a un impact négatif direct sur le résultat de la recherche d'informations. Une bonne segmentation ou bien une bonne tokenisation dépend de la prise en compte des spécificités de la langue du texte traité. Chaque langue a sa spécificité propre et une simple segmentation par des espaces et des signes de ponctuation conduit généralement à des résultats d'indexation médiocres.
Donc il faut opter pour une bonne segmentation pour concevoir un SRI performant. Donc pour pouvoir, parce que la segmentation, le principe c'est le découpage en des termes. Mais comment faire le découpage? C'est sûr que selon la langue. Donc par exemple en français, on peut prendre la ponctuation comme étant c'est-à-dire les limites entre les termes. Dans mon cas, j'ai pris une ponctuation comme un terme, vous voyez, mais ça n'empêche que c'est selon la langue. Donc l'étudiant doit, selon son problème, bien son exercice, opter pour une segmentation qui donne les termes importants et qui ont du sens. Et les termes qui n'ont aucun sens, bien aucune signification sur le sens général de la requête, on les évite. Bien. Maintenant, la deuxième phase, c'est la normalisation. La normalisation, toujours, c'est des phases complémentaires, c'est-à-dire c'est des procédures complémentaires. On commence par la tokenisation, puis par la normalisation, et ainsi de suite. Donc, la normalisation des mots est le processus qui transforme tous les mots d'une même famille sous une forme normale ou canonique, c'est-à-dire de base, une forme de base. Donc, de façon à ce que l'appariement entre les termes d'une requête et ceux de l'index, ou bien des termes d'index, puisse avoir lieu, et ce malgré les différences qui peuvent exister entre les séquences de caractères de leurs mots associés. Je vais bien expliquer ce récit par un exemple. Donc c'est l'identification de toutes les variantes d'écriture d'un même terme, c'est-à-dire qui a le même sens et la même famille, et le choix d'une règle de normalisation. Donc la question qui se pose dans la normalisation, que faire des majuscules, des acronymes, des apostrophes, des accents, ainsi de suite, des verbes. Donc, par exemple, après une normalisation, les mots acronymes, si on a par exemple des acronymes dans notre document, bien dans notre texte, l'acronyme c'est des abréviations. Donc, par exemple, PV, procès verbal, on peut l'écrire P.V, ou bien P.V, ou bien PV tout court, sans ponctuation. Donc les trois mots, ils ont la même signification. Donc on va essayer, c'est-à-dire il y a plusieurs variantes d'écriture du même mot. Donc on va essayer d'opter pour une et une seule écriture. D'accord? Donc les trois mots seront mis sous une même forme normale qui est PV. Donc on a normalisé ce terme, c'est-à-dire ce mot qui est le PV, en un seul terme qui est PV. Tout court. Donc les requêtes formées par un de ces trois mots donneront alors le même résultat parce qu'on va opter pour une seule signification qui est le PV. Bien une seule représentation normale qui est PV. P et V collés. Donc il existe deux types de normalisation. Il y a la normalisation textuelle ou surfacique et la normalisation linguistique. Donc chaque type donne lieu à des règles de normalisation différentes. Okay? Et bien sûr selon la langue du texte, anglais, bien chinois ou bien arabe. Donc les règles ne sont pas pareilles. Bien. Donc, premièrement, la normalisation textuelle. Donc cette normalisation rend les mots d'une même famille sous leur forme canonique de base en effectuant quelques transformations superficielles. C'est pour ça qu'on l'appelle surfacique, parce que les traitements sont, c'est-à-dire dans la forme du mot. Donc ce sont des transformations superficielles. Ils ne touchent pas le sens du mot. C'est-à-dire le sens du mot reste le même. Sur les séquences des caractères des mots. Parce qu'ici, c'est-à-dire le SRI va traiter un mot comme étant une séquence, un ensemble séquentiel de caractères, bien de symboles. Ça, c'est une vue sur le plan implémentation, c'est-à-dire programmable. Donc l'exemple précédent, qui est par exemple le mot P.V. constitue un cas de normalisation textuelle. On a enlevé tous les, c'est-à-dire la ponctuation, toute la ponctuation, et on a gardé que les deux mots significatifs P et V, qui veut dire procès verbal. La normalisation textuelle est dépendante de la langue. Les règles communément utilisées en français pour ce type de normalisation sont décrites par la suite. Donc, pour normaliser un texte, c'est selon la langue, bien sûr. Donc, on a plusieurs axes à voir. Il y a bien type à voir. Il y a premièrement la ponctuation, comme c'était le cas pour le mot PV. Donc, il est écrit en utilisant des ponctuations, le point et le tiret. Et on a opté, c'est-à-dire la forme normale dont on a utilisé, et PV, les deux lettres de base qui sont le P et le V.
Donc ici, les types de normalisation textuelle sont premièrement la ponctuation. Donc c'est une règle de base de la ponctuation, et d'enlever les points, les virgules, les traits d'union, etc. qui apparaissent dans c'est-à-dire la séquence des caractères d'un mot. Donc un mot, c'est un ensemble de caractères. Donc on va enlever les caractères non significatifs, si je puis dire. Bien. Donc je peux, c'est-à-dire ici, écrire cette phrase-là. On enlève les caractères, puisque le mot va être un ensemble de caractères non significatifs, dans le mot. Vous voyez? Donc ici, le mot, la définition du mot, ou bien la structure du mot, dans ce cadre, c'est-à-dire dans le contexte de la recherche d'information, est considéré comme un ensemble, comme un ensemble de caractères. Donc, selon le type de caractère, il y a des caractères qu'on ne peut pas enlever, il y a des caractères qu'on peut enlever parce qu'ils n'ont pas un impact sur le sens du mot. Donc, c'est ça la notion de la normalisation textuelle. On garde que l'essentiel. Et ça, c'est pour, premièrement, faciliter la recherche, et même sur le plan, c'est-à-dire CPU, le temps d'exécution, bien le temps de réalisation, bien d'exécution, de la réalisation de la recherche d'information. Donc, la normalisation, je continue sur la normalisation textuelle. Donc, on a dit, le premier type, c'est la ponctuation. Donc, on enlève tout ce qui est ponctuation et qui ne va pas, c'est-à-dire toucher au sens du mot. Maintenant, il y a la casse. Donc, une stratégie classique est de réduire certaines lettres en minuscules. Donc, c'est-à-dire, dans le cas, la casse, c'est dans le cas de majuscules, dans le cas des acronymes, etc. Donc, on peut transformer une majuscule en minuscule, mais pas dans tous les cas. Donc, cette casse-là, elle ne peut pas être généralisée à cause de certains noms propres comme Ahmed. Donc, des fois, le texte il contient des noms propres qui doivent commencer par une majuscule. Donc, ici, on ne peut pas, c'est-à-dire changer la majuscule en minuscule. Et aussi dans le cas des acronymes. Là, par exemple, la CAS, c'est des acronymes de centre. Le C, c'est centre. Le A, c'est analyse. Et S, c'est la stratégie. Ici, si je prends une majuscule pour mieux comprendre la notion d'acronyme, d'analyse stratégique. Ok. Je corrige saisie. Donc, C, c'est centre. A, c'est analyse. Et S, c'est stratégique. Donc, ce mot qui peut être dans un texte, dans un document, donc il veut dire, ou bien abréviation, ou bien c'est des acronymes au mot, ou bien à la phrase centre d'analyse stratégique. Donc on ne peut pas ici le réduire, c'est-à-dire on ne peut pas rendre la majuscule minuscule. Pourquoi? La réduction de majuscules en minuscules peut conduire à confondre avec des noms communs qui s'écrivent pareillement, c'est-à-dire par exemple on a K et K minuscule, c'est pas le même sens. Ça, le majuscule, c'est les acronymes de centre d'analyse stratégique, et K minuscule, c'est le mot K, un K. Hela. Donc, il faut faire des contrôles de telle façon à ne pas transformer toutes les majuscules en minuscules. C'est dans les cas, c'est-à-dire bien spécifiques. Donc, en général, on utilise des heuristiques parce que c'est un traitement ici qui est un petit peu approché. Donc, l'heuristique la plus souvent utilisée dans ce cas, dans le cas, c'est-à-dire de la transformation des majuscules en minuscules, consiste à convertir les premières lettres des mots se trouvant au début de chaque phrase. Ça, c'est une heuristique, c'est une proposition qui n'est pas toujours, c'est-à-dire valable. Donc, ici, l'étudiant, dans son exercice ou bien dans son projet, c'est-à-dire s'il veut concevoir un système de recherche d'information et il voudrait adopter la normalisation textuelle, il doit voir quelle heuristique utiliser pour bien l'adapter à son texte, pour transformer les minuscules en majuscules. Bien. Il faut éviter ce cas-là qui est un cas d'erreur. C'est-à-dire, si on va confondre le CAS avec le K, c'est vraiment, ça va donner un problème, générer un problème. Ou bien les résultats vont être pas tellement performants. Maintenant, il y a le troisième type, c'est les accents. Donc, l'impact des accents et des les diacritiques. C'est quoi les diacritiques? C'est-à-dire le chapeau sur le O, le chapeau sur le U, le chapeau sur le E, etc. Quand forêt, on a le chapeau sur le E. On a ici, comme plutôt, le chapeau sur le O. Ça s'appelle des diacritiques. Voyez? Et il y a les accents. Donc, l'impact des accents
et des diacritiques sur le résultat de la recherche est souvent marginal. Donc, en général, ces accents-là et ces diacritiques n'ont pas un impact sur le sens du mot, ou bien sur le sens du texte, si on les enlève. Donc, la règle appliquée consiste généralement à enlever les diacritiques sur tous les mots. Par exemple, le mot ambigu. On voit ici que ambigu s'écrit avec 2 points sur le E. Donc, on va enlever les 2 points. Devient ambigu sans les 2 points. Ou bien le mot forêt avec un chapeau sur le E, on va enlever le chapeau, donc ça devient forêt sans le chapeau. Donc la question ici n'est pas de savoir si les requêtes sont linguistiquement bien formées, mais plutôt de tenir compte des habitudes des utilisateurs dans la formulation de la requête. C'est-à-dire d'une façon réelle, en général, l'utilisateur, lorsqu'il tape sa requête, il ne va pas, c'est-à-dire, trop prendre le souci sur ses diacritiques. Des fois, il écrit la requête sans mettre le chapeau. Ok? Donc, ça s'adapte avec le comportement usuel de l'utilisateur, c'est-à-dire le comportement général. Donc, par manque de temps, c'est-à-dire par l'habitude ou par erreur, les accents sont souvent omis, bien oubliés ou bien mal utilisés. Donc, les supprimer prend alors tout son sens. Donc, cette notion de supprimer, bien cette procédure de supprimer les accents et les diacritiques, ça s'adapte avec le comportement usuel de l'utilisateur. Lorsqu'il formule une requête, en général, il ne se soucie pas beaucoup sur les accents ou bien sur les diacritiques. Donc, c'est-à-dire on a bien opté pour cette normalisation textuelle concernant les accents. Le quatrième type, c'est les dates et les valeurs monétaires, c'est-à-dire l'argent. Donc, les règles pour normaliser les types de ces mots, de type de mots, c'est-à-dire le dollar, le euro, etc., sont des symboles qui symbolisent c'est-à-dire les valeurs monétaires, ou bien le dinar, le DZ, ou bien le dinar algérien, DA, etc., sont assez spéciales et dépendent de la langue et des usages particuliers de chaque pays. Donc, pour certaines langues, comme l'anglais d'Amérique du Nord par exemple, le problème des dates est même plus compliqué puisque dans les documents d'une collection, nous pouvons rencontrer des occurrences de la façon année, mois et jour. Parce qu'en général, notre, c'est-à-dire la formulation de l'année d'une façon standard, c'est jour, mois, année. Donc, par exemple, si on a un texte écrit dans la langue anglaise, c'est-à-dire l'anglais de l'Amérique du Nord, donc il utilise l'année, puis le mois et puis le jour. Donc il faut normaliser l'écriture des dates. Vous voyez, donc ici c'est un petit peu compliqué parce que si on a des documents qui contiennent une date sous forme de année, mois, jour, et d'autres documents qui contiennent la même notion, le même mot, qui est sous forme de mois, jour et année. Donc il faut normaliser pour éviter des recherches redondantes. Donc il faut opter pour un format de date et le normaliser. Vous voyez l'importance de la normalisation? C'est-à-dire qu'il faut avoir des termes qui donnent un sens à notre texte et c'est des termes qui doivent être normalisés et avoir la même forme pour ne pas rentrer dans la redondance, pour ne pas compliquer la recherche et pour ne pas, c'est-à-dire rendre notre SRI, il peut, c'est-à-dire générer des résultats non performants ou bien volumineux. Bien. Il y a aussi la normalisation, donc ici c'était la normalisation textuelle. On va entamer le deuxième type de normalisation qui est la normalisation linguistique. Donc la normalisation linguistique consiste à ramener un mot fléchi sous sa forme canonique. Donc le mot fléchi, c'est-à-dire c'est selon la langue. Donc il existe deux types de normalisation linguistique. Il y a la racinisation ou bien le stemming et il y a la lemmatisation. Ok? Donc la racinisation ou bien le stemming consiste à rendre la racine des mots pour éviter le biais des variations autour d'un même sens. Donc, par exemple, auditeur, auditer, audition, on va prendre le radical du terme, audit. Okay? Donc, la racinisation se rapproche au procédé qui cherche à regrouper les différentes variantes morphologiques d'un même mot autour d'une même racine, en anglais stem. Donc, la racine d'un mot, bien le radical d'un mot, en anglais s'appelle stem, d'où le nom stemming. Donc, on dit racinisation en français à la base du mot racine d'un mot, ou bien stemming en anglais à la base du mot stem qui est la racine en anglais. Donc ce procédé repose sur un ensemble de règles pour supprimer les flexions et les suffixes des mots et il est fortement dépendant de la langue utilisée. C'est sûr et certain qu'il dépend de la langue utilisée. Donc chaque langue elle a, c'est-à-dire le radical de ses mots. Donc par exemple les mots, c'est-à-dire si on considère la langue française, les mots français suivants ont la même racine morphologique.
Donc on a chanté, chante, chante avec S, chante ENT le verbe, chanter l'adjectif, chanter adjectif féminin, chant un mot. Donc le radical, on va enlever tout ce qui est, c'est-à-dire pour avoir la racine, c'est le chant. Donc c'est le radical. Nota. La racinisation peut aussi ramener des mots à des formes qui ne sont pas de vrais mots, c'est-à-dire on peut avoir des mots faux. Par exemple, cheval, chevaux, chevalier, chevalerie, chevaucher. Donc ça donne le mot radical cheval. Donc cheval, pour le cas de cheval, chevaux, chevalier, chevalerie, c'est bon. Mais dans le cas de chevaucher, c'est différent. Parce que chevaucher, c'est un mot qui diffère de la famille cheval, chevaux, chevalier et chevaux. C'est-à-dire à un autre sens autre que les 4 premiers. Donc il faut faire des contrôles. C'est-à-dire ces remarques-là, pour que l'étudiant, lorsqu'il a, c'est-à-dire l'exercice ou bien un projet dans le domaine de la recherche d'information, il doit prendre, c'est-à-dire faire attention à ces cas d'erreur, il doit les capter en faisant des procédures de contrôle. Il doit faire des contrôles dans la procédure de racinisation et aussi dans les autres procédures. Donc ici, revenons à notre exemple d'avant. Donc audit ici, le radical, c'est audit. Vous voyez, terminer les exemples. Donc ici, le mot auditer, auditeur, audition, lorsqu'on va appliquer le stemming, ça va donner le mot audit. Bien. Maintenant, la troisième phase, mais le deuxième type c'est-à-dire dans le ici, la normalisation textuelle linguistique, dans la linguistique, on a la racialisation, donc on vient de la voir. Le deuxième cas de la normalisation linguistique, c'est la lématisation. Donc la lématisation fait une analyse linguistique poussée qui est destinée à enlever, c'est-à-dire poussée, elle est plus approfondie, destinée à enlever les variantes flexionnelles des mots afin de les ramener sous leur forme lématisée ou encyclopédique. C'est-à-dire encyclopédique, c'est par rapport à l'encyclopédie des mots, ou bien les dictionnaires. Donc pour les verbes par exemple, la transformation, c'est-à-dire la lématisation, elle fournit une transformation à la forme de l'infinitif. Donc quel que soit le verbe, on va prendre son infinitif. Parce qu'on sait que dans un document textuel, le verbe il peut être conjugué dans plusieurs temps. Le présent, l'imparfait, le futur, etc. Et ici selon le sujet. C'est-à-dire elle peut être un pluriel, je, il, tu, nous, vous, etc. Dans tous les cas, n'importe quel verbe, on doit le ramener à son infinitif, qui appartient à l'encyclopédie des mots, le type verbe. Donc, par exemple, le mot arrive, ou bien arriver, ou bien arrivera, ça donnera toujours, on va prendre que c'est-à-dire son lemme qui est arrivé. Pour les adjectifs maintenant, on va prendre la forme masculine singulier. Donc on ne va pas considérer le pluriel, donc on va avec le S de pluriel, ou bien le X, et aussi on va prendre le masculin, on ne va pas considérer le féminin. Donc par exemple, si on a le mot belle avec S, donc on va prendre la forme masculine, donc c'est beau, et singulier, on va enlever le pluriel, donc c'est beau sans X. Vous voyez? Donc ce sont des règles de lématisation. Dans cette vidéo, je vous donne quelques règles, mais dans le cas où on voudrait développer un SRI proprement dit, donc on doit considérer toutes les règles de lématisation pour généraliser la recherche, bien sûr, quel que soit le type de document. Donc ici, par exemple, une troisième règle, pour les noms de la forme singulier, si on a, c'est-à-dire du pluriel, on doit le rendre en singulier. Donc par exemple, si on a chevaux, on doit prendre le nom cheval sans singulier. On enlève le pluriel. Ça, c'est la lématisation. Maintenant, à l'opposé de la racinisation, le résultat de la lématisation n'est autre que des mots de l'encyclopédie. C'est-à-dire pourquoi c'est approfondi? Parce que ça a un impact sémantique. On a vu que concernant c'est-à-dire le côté superficiel du mot, la racinisation, ça concerne la racine. Donc, c'est-à-dire elle prend le mot comme il est, et on va prendre son radical. La lématisation, elle, c'est-à-dire c'est des mots qui sont c'est-à-dire qui se retrouvent dans l'encyclopédie. On ne va pas changer le sens. Par exemple, ici, la racinisation, on a vu que pour ces 5 mots, on a trouvé c'est-à-dire en appliquant la racinisation, on a trouvé c'est-à-dire la racine, ou bien le stem, cheval, vous voyez, qui n'appartient pas à l'encyclopédie.
Alors que la lématisation, elle garde toujours le sens du mot. Donc il n'y a pas le problème qui se retrouve dans la racialisation. Les mots, ils ont toujours leur sens. La sémantique, elle est toujours conservée. Donc elle ne conduit pas, c'est-à-dire ainsi pas à l'agrégation des mots très différents. Donc, par exemple, avec l'exemple du mot chevaux sera agréé à cheval, mais pas à chevalerie ou bien à chevaucher. Donc dans ce cas, parce que on utilise l'encyclopédie. Dans ce cas, si on lématise les mots, le résultat de la recherche fournira des documents contenant aussi bien les mots cheval que chevaux, mais pas les documents qui comportent chevalerie ou chevaucher, qui est le cas pour la racialisation. Donc ici c'est bien, ici on remarque que la lématisation complète la racialisation, c'est-à-dire ils sont complémentaires, donc si la racialisation va nous donner un radical faux, la lématisation elle peut donner, c'est-à-dire un mot qui est juste. Pour le français et d'autres langues fortement fléchies, comme l'allemand ou le finnois, la lématisation semble avoir un effet bénéfique, mais ceci n'est pas toujours le cas avec des langues peu fléchies comme l'anglais. Donc tout dépend de la langue et des règles de la grammaire et de la conjugaison de chaque langue. Vous voyez, et aussi du symbolisme de la langue, ou bien de l'alphabet de la langue. Vous voyez, donc ça reste à l'étudiant d'adapter ces procédures qui sont la normalisation, la tokenisation, etc., selon la langue du texte. Maintenant, la troisième phase qui est le filtrage par un antidictionnaire en utilisant un document qui est, c'est-à-dire un fichier ou bien une référence qui est l'antidictionnaire, ou bien en anglais on appelle ça le stop words ou bien les mots vides. C'est des mots, quand on dit mots vides ou bien mots aveugles, c'est des mots qui n'ont pas de sens, elles n'ont pas sur le sens du texte. Donc, et filtrage, c'est-à-dire on va les enlever, on va les filtrer, donc on va les enlever. Donc le filtrage par un antidictionnaire ou stop words ou bien mots vides, il répond à la question comment éliminer les mots très courants qui ne rendent pas compte de la signification propre du document, c'est-à-dire qui n'ont pas un impact sur le sens du document. Donc on va utiliser un antidictionnaire qui est un stop word list en anglais ou bien une liste de mots vides. Donc c'est un antidictionnaire. Pourquoi on dit antidictionnaire? Parce que dans la littérature, un dictionnaire il contient des mots qui ont un sens, qu'on utilise. Comme le dictionnaire Larousse, c'est un dictionnaire qui contient l'ensemble des mots de la langue française. Mais ici, dans le cas du SRI, ou bien de la recherche d'information, on utilise un antidictionnaire. C'est le contraire. C'est un dictionnaire, c'est un ensemble de mots, mais qui n'ont pas de sens. C'est des mots vides qu'on peut enlever, qu'on peut ne pas considérer. D'où la nomination de antidictionnaire, c'est-à-dire non-dictionnaire. Vous voyez, c'est le contraire du dictionnaire. Un dictionnaire contient des mots significatifs, un antidictionnaire contient des mots non significatifs ou bien des mots vides. Vides de quoi? Du sens. Ils n'ont aucun sens. Donc on peut les enlever pour ne pas alourdir la recherche. Très bien. Donc c'est une liste de mots qui tente à être présent avec une fréquence élevée dans tous les documents d'une collection et qui n'apporte que peu d'informations sur le contenu d'un document. Parce qui dit le contenu, le sens du document. Donc, le filtrage par un antidictionnaire est très pratiqué dans les tâches de la catégorisation et de partitionnement de documents. Donc, cette procédure est très importante parce qu'elle va minimiser la taille du document et par la suite, la recherche elle va être rapide et pertinente. C'est-à-dire, il ne laisse que le document ou bien que les termes importants. Bien. Donc, en effet, la distribution des mots vides est identique dans tous les documents d'un corpus, ceci quelles que soient les thématiques auxquelles ils appartiennent. Et les mots vides n'ont ainsi pas un pouvoir discriminant élevé pour ces tâches. Donc, quel que soit le type de corpus, c'est-à-dire un corpus médical, ou bien un corpus biologique, ou bien un corpus académique, ou bien un corpus économique, un corpus textuel, quel que soit le type ou bien la thématique du corpus, ces mots-là sont toujours utilisés. Par exemple, le et, le ou, le sans, le EST, le ça, etc. C'est-à-dire des mots qui se retrouvent dans la majorité des documents. Donc, on va essayer de les, comment dirais-je, les emmagasiner ou bien stocker dans un antidictionnaire pour l'utiliser. Et on va l'utiliser pour filtrer ou bien éliminer ces mots-là du texte. Donc, l'idée de ce filtrage par un antidictionnaire était l'idée de Lund en 1958, un des pionniers de la recherche d'information. Donc, c'est-à-dire,
je conseille les étudiants à consulter les références bibliographiques de cet acteur-là, ou de ce auteur plutôt, qui sont, c'est-à-dire, très pertinents vis-à-vis de la recherche d'informations. Donc, il existe deux types d'antidictionnaires. Il y a les antidictionnaires indépendants du domaine de la collection que l'on considère. Donc, c'est des antidictionnaires qui sont partageables par tout type de corpus, et il y a des antidictionnaires dépendants du domaine de la collection. C'est toujours bien de faire cette spécificité pour les utiliser dans le cas où on a un corpus bien spécifique. Donc, une fois cette liste de mots constituée, ou bien ce antidictionnaire est constitué, on va filtrer les documents du corpus en enlevant les mots présents dans cet antidictionnaire. Après le filtrage des documents par un antidictionnaire, l'ensemble des termes restants constitue le vocabulaire de la collection ou bien du corpus, qui sera ensuite utilisé pour représenter les documents dans un modèle choisi, un modèle de recherche d'information choisi, ou pour construire l'index inversé des termes. Donc ici, je vous donne un exemple d'un antidictionnaire. Donc c'est un tableau que j'ai emprunté en référence. Il contient quelques mots vides, ou bien les stop words, qui sont des mots vides qu'on peut enlever lorsqu'on va faire c'est-à-dire pour pouvoir les enlever de notre texte, pour pouvoir constituer notre vocabulaire de recherche, bien qui contient l'ensemble des termes index. Donc, par exemple, de, la, le, et, en, le L apostrophe, le du, le D apostrophe, les, le pour, le sans, le S apostrophe, le ce, le que l'on U apostrophe, le M apostrophe, etc. Tout ça, c'est l'ensemble de mots vides. Donc ici, une remarque, l'étudiant peut toujours, dans un projet de développement d'un système de gestion d'information, il peut, c'est-à-dire s'il a un projet qui utilise un corpus bien spécifique, il peut bien concevoir son antidictionnaire spécifique à son projet. Et c'est-à-dire le remplir avec les mots qu'il va considérer comme des mots vides dans son contexte de recherche, bien sûr. Donc, une fois qu'on a fait un petit rappel sur les différentes procédures utilisées dans l'utilisation d'un modèle de recherche d'information qui est le modèle booléen de base, on va faire un exercice qui va entamer toutes ces notions. Donc, l'exercice est le suivant. On a un ensemble de documents, un corpus. Donc, soit un corpus, donc soit ici avec pas un texte, comme un seul corpus, comme soit T. Je corrige mon erreur de conjugaison. Donc, soit un corpus formé de documents D1 jusqu'à D5. Donc, on a un corpus qui est formé de 5 documents. C'est à titre d'exemple, parce qu'en général, on a dit dans le cas réel, un corpus il est volumineux, il contient des milliers, dire des millions de documents. Mais dans notre cas, puisque c'est un exercice d'application, ou bien un exercice illustratif, on va utiliser que 5 documents pour pouvoir comprendre les différentes étapes de la recherche d'informations. Donc, on a le document D1 qui est le texte suivant. Les grandes villes sont importantes et belles, avec un point à la fin. Donc, il faut considérer la ponctuation. Maintenant, le D2, c'est les petits villages sont silencieux que les grands villages. D3, les petites villes sont comparables aux petits villages. D4, les grandes villes ne sont pas comparables aux petits villages. Le D5, les belles villes ne sont pas comparables aux petits villages. Donc ça, c'est l'ensemble des documents du corpus. On a les requêtes qui vont être formulées par l'acteur utilisateur, l'internaute par exemple. Donc, trouvez tous les documents avec les termes belles et village. Deuxième requête, trouvez tous les documents avec les termes grand et village et pas belle. On prend la négation du mot belle. Et on a une question, c'est-à-dire pour trouver ces ensembles-là, trouver les documents pertinents à la réponse à ces requêtes en utilisant le modèle booléen de base. Donc, on a spécifié le modèle à utiliser. Si jamais cette question-là n'était pas donnée, donc ici, c'est à l'étudiant de choisir un modèle pour faire son appariement. On a jusqu'à présent vu 4 modèles. Le modèle booléen, le modèle booléen étendu, le modèle vectoriel et le modèle probabiliste. Donc, si la question n'est pas spécifiée, donc il peut utiliser une des modèles. Donc, on a vu que le résultat, c'est le même. Il trouve un ensemble de documents pertinents. Mais la façon de le faire, c'est différent parce que chaque modèle, il a ses représentations
et sa fonction de calcul de la similarité entre la requête et le document. Bien, donc c'est l'énoncé de l'exercice, c'est clair et c'est bien, c'est-à-dire c'est bien expliqué. Maintenant, on va répondre à notre question. Donc, premièrement, on doit faire le pré-traitement parce que ici on a les documents d'une façon, c'est-à-dire textuelle complète. On doit essayer de faire un pré-traitement pour enlever tout ce qui est stop words, c'est-à-dire les mots vides, tout ce qui est ponctuation, on doit faire des racinisations, on doit faire des tokenisations, etc. Donc, chaque document DI est représenté par un ensemble de termes, ici, pas d'indexation, pas de termes ici, de mots normalement, parce qu'on n'a pas encore fait le traitement de mots. Ok. Donc, après traitement, après pré-traitement, d'accord, après le pré-traitement, notre document va avoir la structure d'un ensemble de termes index. Ok. Donc, au début, on a le document DI et le représenté sous forme d'un ensemble de mots. Donc, vous voyez, c'est un ensemble de mots. Ok. Et chaque mot, c'est un ensemble de caractères. Donc, il y a des caractères qui vont être enlevés. Et puis, on va faire un pré-traitement qui sont la tokenisation via la segmentation, la normalisation avec ses différents types, la lemmatisation et la racialisation, et puis le stop word ou bien l'utilisation de l'antidictionnaire pour enlever les mots vides. Donc après ces trois traitements, on va avoir un document qui est formé, qui va avoir une structure d'un ensemble de termes index. Vous voyez, la terminologie, c'est important. Avant le pré-traitement, c'est un texte formé de mots. Après traitement, c'est-à-dire le pré-traitement, on a un document qui est formé d'un ensemble de termes index, ou bien des tokens. Vous voyez, des tokens index toujours. Hein. Ce qui dit index, c'est-à-dire c'est le résultat final. C'est l'indexation. Bien. Donc dans notre cas, on va par exemple faire le pré-traitement du document D1. Donc D1, c'est le texte, les grandes villes sont importantes et belles. Donc on va faire premièrement la tokenisation ou bien la segmentation. Donc on va découper le texte en des mots. Donc on va obtenir 8 termes ou bien 8 tokens. Donc on a les grandes, donc les, le mot les, grande, ville, sont, importante et belle. Et puis le point. Je considérais la ponctuation. Tout dépend de votre cas. On peut ne pas la considérer, c'est-à-dire l'enlever par la lemmatisation. Donc ici, dans un début, je dois la considérer parce que je n'ai pas encore entamé la lemmatisation. Donc je vais prendre le point. Donc on a ici 8 termes. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc le point, je vais le compter comme un mot. Donc la normalisation, il y a premièrement la normalisation textuelle. Donc on va enlever les ponctuations. Donc vous voyez, c'est ici qu'on va enlever le point. Donc on obtient 5 termes ou tokens. On va enlever le point. Donc on a les grandes villes sont importantes et belles. Donc pas de point. Très bien. La normalisation linguistique. Donc premièrement, il y a le stemming, bien la racialisation, puis la lemmatisation. Donc pour le stemming, ici, on n'a pas de, c'est-à-dire elle ne va pas être appliquée parce qu'on n'a pas de radicaux ici. On n'a pas des mots de la même famille. Donc on ne va pas l'utiliser, elle n'est pas, c'est-à-dire applicable ici. Et mais on peut toujours avoir un document qui contient plusieurs, c'est-à-dire plusieurs mots de la même famille. Donc on doit appliquer la racialisation. Dans cet exemple-là de l'exercice, pour le document D1, la racialisation n'est pas applicable. Donc, on passe à la lemmatisation. Donc, on va enlever le pluriel, le féminin et aussi, c'est-à-dire la transformation du mot en un mot, de l'adjectif, c'est-à-dire masculin singulier. Donc, par exemple, donc, ici on a les, donc on va enlever le S, donc c'est le. Grand, on a féminin pluriel, donc ça va être grand. Et ville, on a pluriel, donc ville sans S. Son, c'est toujours son. Importante, donc c'est important. On va enlever le E parce que c'est masculin et le S parce que le singulier. Et, toujours, est belle. Donc ici, c'est l'adjectif de belle, c'est l'adjectif masculin. Donc belle, c'est féminin. Le masculin, c'est beau. Donc vous voyez que le mot se transforme. Donc l'adjectif, c'est-à-dire, parce qu'ici, on utilise l'encyclopédie. Donc le masculin de belle, c'est beau. Donc on doit utiliser le mot beau. Très bien. Troisièmement, la troisième procédure, c'est le stop words ou bien le filtrage par un dictionnaire pour enlever les mots vides. Donc, on obtient ici 4 termes parce qu'on va enlever les mots vides qui sont selon le dictionnaire que je vous ai donné.
Ici, le son, c'est un mot vide. Le, c'est un mot vide, etc. Le et le lait. Donc, le ici, c'est un mot vide. Donc, on va l'enlever. Ok. Donc, on va laisser que grand, ville, sans, je vais l'enlever, c'est un mot vide. Important, je le laisse. Et c'est un mot vide, je l'enlève. Beau, c'est un mot, donc je le garde. Donc, pourquoi j'ai opté comme et, comme étant un élément, bien un élément vide, et je l'ai enlevé? Parce que j'ai mon dictionnaire ici, mon antidictionnaire, qui contient le et comme un mot vide, qui considère le et comme un mot vide. Vous voyez ici, vous voyez, on a le et ici comme un mot vide. Donc, puisque je l'ai comparé à l'antidictionnaire, je l'ai trouvé, donc je l'enlève. Donc, je vais, dans le résultat final, mon document D1 va être formé de 4 termes d'index qui sont grands, vides, importants et beaux. Vous voyez, à partir de 7 termes, on va obtenir que 4 termes. Vous voyez l'importance du pré-traitement. Donc, la recherche va être facile et lisible et pertinente. Bien performante. Bien. Donc, on va faire la même chose pour les 4 autres documents. Donc, après le pré-traitement de tous les documents du corpus, on va obtenir les termes d'indexation de chaque document comme suit. Vous voyez? Très bien. Donc ici, si on compte les tokens ou termes, notre vocabulaire T est formé de 8 termes ou tokens. Donc on a grand, ville, beau, important, petit, silencieux, village, comparable. Donc on a 8 termes. Donc après ce pré-traitement-là, on va déduire les 3 ensembles de bases qui vont être utilisés dans la résolution de notre exercice qui est la correspondance de la requête avec les documents pour avoir les documents pertinents, bien répondre à la question. Donc l'ensemble dans le modèle booléen de base, les ensembles sont, on a l'ensemble T qui est l'ensemble vocabulaire, il est formé de l'ensemble des termes d'indexation. D, c'est l'ensemble des documents, il est formé des documents du corpus, et Q, c'est l'ensemble des requêtes qui sont écrites ou bien formulées par l'acteur utilisateur. Donc selon l'exercice, on détermine ces ensembles. Donc le T, il est formé des 8 termes qu'on a obtenus après pré-traitement, c'est-à-dire après tokenisation, après normalisation et après stop words. Donc on a ici très bien, et le D, il est formé de 5 documents selon l'exercice, on a 5 documents, et le Q, on a 2 requêtes, 2 questions, donc on a la requête Q1 et la requête Q2. Donc en utilisant les indices de parcours, c'est-à-dire des boucles, ici on peut reformer les ensembles en utilisant les indices. Donc le vocabulaire, l'ensemble vocabulaire T est formé des ensembles TJ, tel que TJ appartient à T et J, il a comme valeur de 1 jusqu'à 8. Ici, c'est appartient. Je ne vais pas utiliser le symbole. Ça ne fait rien, je vais utiliser le mot appartenir. Je peux utiliser le mot et le symbole mathématique. Le D appartient à D et le QL appartient à Q. Donc, après pré-traitement, on a les 3 ensembles. Donc le T, c'est TJ tel que le terme TJ, le terme d'indexation qui appartient à l'ensemble, c'est-à-dire au terme obtenu après pré-traitement. Donc il appartient au vocabulaire T et J allant de 1 à 8 parce qu'on a obtenu 8 termes. L'ensemble D, c'est l'ensemble des documents DI. Vous voyez que pour l'ensemble, j'utilise le majuscule et pour l'élément de l'ensemble, j'utilise le minuscule. C'est une notation qui est utilisée dans la théorie des ensembles. Donc DI appartient à l'ensemble D et I allant de 1 à 5 parce qu'on a 5 documents. Et pour l'ensemble Q des requêtes, on a 2 requêtes. Donc c'est l'ensemble des QL, des requêtes QL, avec QL appartient à Q et le L, c'est-à-dire l'indice L, il varie de 1 à 2 parce qu'on n'a que 2 requêtes. Ok, très bien. C'est toujours bien d'être lisible dans ces étapes, bien dans sa résolution de l'exercice, pour ne pas faire des erreurs ou bien des oublis. Donc, on utilise, donc une fois qu'on a ces 3 ensembles, on va faire premièrement l'indexation, c'est-à-dire bien la représentation des documents et des requêtes en utilisant le modèle booléen. Donc on utilise le modèle booléen de base ou bien le modèle booléen strict pour la représentation des documents et des requêtes. Donc on a l'ensemble des vocabulaires, du vocabulaire. Donc grand, on va par notation, le premier terme c'est T1, donc c'est grand, le deuxième terme ville c'est T2, etc. Donc je vais noter chaque mot, chaque terme d'un texte par T1, T2, c'est-à-dire TJ, avec J allant de 1 à N. Ici, c'est pour mentionner comme quoi le T1, c'est le mot grand, T2, c'est le mot ville, T3, c'est le mot important, ainsi de suite. Donc, la représentation des documents DI, en a D1, il est formé de grand, de ville, de beau et d'important. Donc, en général,
Ici, si on voudrait le réécrire, on utilise une notation avec le TJ. Donc, c'est le grand, c'était 1, donc c'était 1. Le ville, c'était 2, donc le terme était 2. Beau, c'est T4, donc c'est T4. Et important, c'est T3, donc c'est T3. Vous voyez? Donc, ici, chaque document ne doit pas obligatoirement avoir tous les termes du vocabulaire. C'est selon notre document, il va contenir les termes selon son texte. Vous voyez? Et ainsi de suite. Bien. Une fois que j'ai représenté mes documents en utilisant bien sûr le modèle booléen, donc c'est un ensemble de termes d'index. Pour les requêtes, c'est pas un ensemble, c'est comment dirais-je, c'est une formule logique, ok, bien une proposition logique. Donc on a la requête Q1, parce que dans l'exercice Q1 c'était la question trouver tous les documents avec belle et village. Donc ici, ça va être reformulé parce que en faisant le pré-traitement, le mot belle est devenu beau, parce qu'on a fait la réutilisation, et le village sans S. Donc il va contenir les deux mots beau et village. Donc ici, la requête Q, c'est beau et village. On a et, on n'a pas le ou, donc c'est le et logique. Donc c'est T4 et T6. On a utilisé le symbolisme de la logique de deux. Q2, on va revenir à la question Q2. Q2 c'est quoi? Trouver tous les documents avec grand et village et pas belle. Le contraire de la négation de belle. Donc ça va devenir grand et village et non comparable. Pas belle, ici. Le T6, parce que j'ai utilisé le T6. Donc T6 ici c'est quoi? C'est village. Donc grand et village est non comparable. Grand et village est non comparable. Ici, je reviens sur les documentations en utilisant le modèle. Avec grand et village est pas comparable. Ici, bien belle. Très bien. Donc, si je vais synchroniser, donc ici c'est belle. Et non belle. Pardon. Donc, je vais corriger ici, c'est non belle. C'est pour être, c'est-à-dire avec la question de l'exercice. Donc ici normalement non, pas non belle, c'est non beau, parce qu'après la normalisation, on a transformé le mot belle en singulier, mot singulier féminin selon la règle de la lématisation. Donc c'est beau. Donc c'est, c'est-à-dire la représentation de la requête dans le modèle booléen de base, c'est en utilisant les termes et les connecteurs logiques. Donc on a T4 et T6, et ici c'est T1 et T6 et T8. Pourquoi T6? Parce que ici, beau, c'est T6. Village, c'est T6. Oui, donc c'est grand et village. Donc T1, c'est grand. T6, c'est village. Beau, c'est T4. Donc, et non T4. Bon, ici, je vais voir ce que je prends dans mon cas que j'ai utilisé le T8. Donc, je vais, parce que dans mes calculs, c'est T8, donc je vais changer ici. C'est non, le T8, c'est comparable. C'est non comparable. Je vais changer les mots de l'exercice. On utilise, parce que j'ai entamé mes calculs avec le mot comparable. Donc je vais respecter, c'est le T8 ici. Je vais respecter le calcul que j'ai fait. Donc je vais changer ici la question. C'est trouver tous les documents avec grand village et pas comparable. Pour faire le calcul, c'est vraiment trop beaucoup de temps. Donc la question c'est-à-dire la deuxième requête contient les termes grand, village et la négation du mot comparable. D'accord? Très bien. Ici c'est avec S. La prélimatisation, c'est sans S. Donc, grand et village est non comparable. Grand, c'est T1 et village, c'est T6 et T6. Et comparable, c'est T8 donc, et non T8. Donc, j'utilise le symbolisme de la logique, c'est non T8. Je peux ici faire des parenthèses, hein, c'est toujours vrai, mais je peux, ce qu'on a vu dans la règle ici, dans la règle, on a vu ici
Quand je peux faire des parenthèses, comme je peux ici la question qui se pose. Je peux mettre des parenthèses comme je peux ne pas les mettre. C'est et non théorique. Parce que on l'a vu dans les règles de calcul de la similitude ici. Vous voyez, au niveau de la règle. Bien. Donc ici on a c'est-à-dire la réponse à Q entre parenthèses. C'est la même chose que de formuler la réponse avec Q en enlevant les parenthèses. C'est pour ça qu'ici je peux mettre, c'est-à-dire je peux mettre mes parenthèses pour formuler la notion non comparable. Donc C est non parenthèse T8, ça va être toujours égal, ok, ici, égal, la même proposition, et en enlevant les parenthèses, ok, bien, je suis en train d'appliquer les règles qu'on est dans ce modèle, bien, donc je termine, donc puisque, très bien, donc jusqu'à présent, j'ai bien fait de représenter mes documents en respectant la façon de représenter un document dans le modèle booléen de base, parce que dans chaque modèle, la représentation des documents et des requêtes diffère. Donc pour le modèle booléen de base, les documents sont représentés par un ensemble de termes d'index et les requêtes, c'est par des propositions en utilisant des connecteurs logiques entre les termes du vocabulaire. Donc ici, c'est T4 et T6, et ici, c'est T1 et T6 et non T8. Très bien. Donc, on va faire l'appariement, le calcul de la similarité pour pouvoir voir quels sont les documents pertinents. Donc, pour le modèle booléen de base, on va utiliser l'appariement. Pour pouvoir utiliser l'appariement, on utilise une matrice d'incidence parce qu'on a une similarité booléenne, les 1 et les 0. Donc, on va utiliser la matrice d'incidence et des règles de similarité qui sont les suivantes. Premièrement, on va utiliser la LSV pour calculer, c'est-à-dire le score, ou bien on va utiliser les intersections, les unions et la soustraction pour déterminer les ensembles des documents pertinents. Maintenant, la matrice document terme ou matrice d'incidence, elle est formée ainsi. C'est une matrice qui dans les lignes sont les documents et les colonnes, ce sont les termes du vocabulaire. Donc, on a 8 termes de vocabulaire, donc on a 8 colonnes, et on a 5 documents, donc on a 5 lignes. Vous voyez? Donc, et chaque élément, un élément de la matrice d'incidence M, donc j'ai noté la matrice d'incidence documentaire par M, grand M. Donc, chaque élément de la matrice ici, c'est M, D, I, T, J. Donc, le I, c'est la ligne, c'est DI. La colonne, c'est TJ, c'est le terme du vocabulaire. Donc, ce terme-là, bien cet élément de la matrice, et la RSV, DI, TJ. C'est-à-dire, c'est la valeur c'est-à-dire la valeur de la similitude ici entre le document et le terme. Donc, elle est égale à 1 si le document DI de la ligne I contient le terme TJ de la colonne J. Bien sûr, avec J, le compteur J, il varie de 1 à 5, le I de 1 à 5 et le J de 1 à 8, parce qu'on a 8 termes dans le vocabulaire et on a 5 documents dans le corpus, et on a 0 sinon. Vous voyez ici, de D1, pour le terme grand, j'ai donné 1 parce que le terme grand, il appartient au document D1. Vous voyez que le terme grand appartient au document D1. Ici, j'ai donné 0 pour le mot petit vis-à-vis du terme du document D1. Donc, la ligne D1, la colonne petit. Donc, c'est 0. Pourquoi? Parce que le mot petit n'appartient pas au document D1. Très bien. Et c'est simple parce que la matrice d'incidence, elle contient que des 1 et des 0 parce que la similarité, elle est binaire. Très bien. Une fois que j'ai ma structure ici matricielle, bien cette matrice d'incidence, on va l'utiliser pour faire nos calculs. Bien. Et cette structure-là, elle est bien faite, surtout lorsqu'on va faire la programmation de notre modèle, c'est-à-dire la programmation dans un langage dédié. Maintenant, on va faire le traitement de la requête, c'est-à-dire l'appariement, ou bien le matching, ou bien le traitement de requête, ou bien la correspondance, le calcul de la correspondance entre la requête et le document. Donc, la première requête, c'est eau et village. Donc, la réponse à une requête est l'ensemble des documents qui sont, c'est-à-dire on va utiliser le nom rep, c'est-à-dire réponse, ou bien, donc je vais faire les deux façons de calcul. Je vais utiliser les règles ici qui calculent la RSV en utilisant la logique de Boole, et ici je vais utiliser les calculs en utilisant la théorie des ensembles, pour voir que les étudiants comprennent bien les deux théories qu'utilise le modèle booléen de base.
Donc, concernant la théorie des ensembles, donc l'ensemble à la réponse, c'est la réponse à la requête pour le terme T4, c'est l'ensemble des documents qui contiennent ce terme. C'est D1 et D5. Vous voyez, on va voir dans la matrice d'incidence et voir le T4. Le T4, c'est ici le T4, oui. C'est le mot beau. Donc le mot beau, vous voyez que le 1, c'est, donc la colonne toujours c'est 0, donc on a le 1 que dans le D1 et le D5. Donc les ensembles qui sont, c'est-à-dire pour avoir cet ensemble de documents, on utilise la matrice d'incidence, on va récupérer tous les éléments dont la ligne et la colonne est égale à 1. Pour la colonne, elle est égale à 4. Donc ici on a le D1 et le D5. On ne va pas prendre le D2, D3 et D4 parce qu'on a des zéros ici. Si le document ne contient pas le terme beau, vous voyez, donc c'est D1 et D5. La même chose pour le T6, on a les ensembles D2, D3, T4, D4 et T5. Si on va voir là, c'est quoi le mot? C'est le T6. Le T6 c'est village. Vous voyez que village c'est D2, D3, D4 et D5 parce qu'on a 1 dans les 4 documents. Pour le document D1 c'est 0, donc on ne va pas le prendre. Donc c'est D2, D3, D4 et D5. Vous voyez? Donc on a utilisé la matrice d'incidence pour déterminer l'ensemble des documents qui contiennent le terme TG. Donc on utilise la théorie des ensembles. Pour la requête complète, c'est-à-dire le beau et village, ici c'est les requêtes élémentaires. Donc on a décortiqué les requêtes. Donc c'est la réponse à T4 et T6 qui est égale à la réponse à T4 intersection avec la réponse à T6. On utilise ici le symbole de la théorie des ensembles. Donc l'intersection, donc on va voir l'intersection, c'est quoi entre les deux ensembles? C'est le D5, parce qu'il est contenu dans les deux ensembles. Donc c'est D5, donc la réponse, donc le résultat c'est D5. On va voir là, est-ce qu'on va trouver la même chose en utilisant le calcul avec la mesure RSV? Donc c'est différent, mais on va aboutir au même résultat. Si vous n'aboutissez pas, donc vous avez un problème de calcul, bien de représentation. Donc ici c'est la RSV D1, T4 et T6. Bien sûr, pour ce calcul-là, j'utilise ces formules. Ces formules-là pour la similarité, pour la RSV, et cette formule-là pour les ensembles. Donc ici, RSV D1 pour la requête T4 et T6, je vais la décortiquer. Donc c'est la RSV D1, T4 et la RSV D1, T6. Je décortique pour avoir, c'est-à-dire la requête élémentaire, c'est-à-dire vis-à-vis de chaque terme. Donc c'est la RSV D1, T4 fois, donc on va passer à la multiplication, D1, T6. Donc ici, RSV D1, T4, est égal à 1 si le document contient le terme, est égal à 0 sinon. Donc ici, le document contient le terme, c'est 1. Pour le T6, il n'est pas contenu dans le D1, donc c'est 0. Donc 1 fois 0, c'est 0. La même chose pour les autres documents. Donc vous voyez, lorsqu'on n'a que des 0, jusqu'à la dernière RSV, on va trouver un 1. Donc automatiquement, puisque c'est 1, c'est-à-dire c'est true. Donc le document contient bien, il correspond à la requête. Donc automatiquement, donc c'est le document D5. Parce qu'ici on n'a trouvé que des 0, donc on ne va pas prendre ces documents-là. Parce qu'on a dit que l'appariement de notre modèle booléen, c'est oui ou non. Oui, le document contient le terme, non, le document ne contient pas le terme. Ou bien, oui, le document correspond à la requête, non, le document ne correspond pas à la requête. Donc ici, la requête elle est formée par la conjonction de deux termes. Donc ici, non, le document ne correspond pas à la requête. Parce qu'on a le score de similarité égal à 0, qui est la RSV. Pour le D5, oui, le document contient, il correspond à la requête, parce qu'on a trouvé un 1. Donc il va être retourné dans le résultat. Le résultat c'est D5. Donc vous voyez que en utilisant les deux règles, on a trouvé le même résultat. Donc c'est toujours bien de choisir une des deux méthodes. Ou bien en utilisant les ensembles avec la matrice d'incidence, ou bien en utilisant, c'est-à-dire l'évaluation de la proposition logique. Vous trouvez des 0 et des 1. Si c'est 1, le document est retourné dans le résultat. Si c'est 0, c'est signe. C'est non. Maintenant, pour la deuxième requête, c'est le même principe, mais c'est un petit peu, on a plus de calcul parce qu'on a plusieurs termes et plusieurs connecteurs logiques. Donc, c'est grand et village et non beau. Ici, pas non beau, je corrige. On a dit non, comparable. On va corriger parce que. Très bien. C'est une erreur de saisie. On a formulé la question. Donc, on a trois termes, grand, village et le mot comparable avec sa négation. Donc la même chose, on va récupérer premièrement l'ensemble des ensembles qui contiennent le terme T1, l'ensemble des documents qui contiennent le terme T2 et l'ensemble des documents qui contiennent le terme T8. Donc ici, c'est quoi ici REP T2? C'est REP, c'est-à-dire
les documents qui contiennent T8, on va prendre le reste du document. Parce que ici, dans la règle, c'est donc l'ensemble des termes de la requête non pu, c'est l'ensemble du corpus moins les documents qui contiennent, bien qui correspondent à la requête. Donc ici, on va prendre tous les ensembles, ici pour le non 8, tous les documents qui vont qui contiennent le T8, on va les enlever du corpus et on va obtenir le reste. D'accord? Donc on a le D2, le D3, le D4 et le D5. Le D8 c'est comparable. Ok? Donc vous voyez que le non comparable, d'accord? Donc comparable, il se retrouve dans dans D4 et D5. Très bien. Donc on va prendre le reste. Ok? Le reste c'est D2, D1, D2, D3. D1, D2, D3. Non 8. Donc si je corrige, c'est D1, D2, D3. D1, D2 et D3. Vous voyez? Parce que pourquoi je vais, c'est-à-dire ici dans la matrice d'incidence, premièrement, je vais considérer tous les documents qui contiennent le mot, le terme, donc ça on a le D4 et le D5. Je vais prendre D moins les documents qui restent. Donc l'ensemble D1 jusqu'à D5 moins le D4 et D5, donc je vais retrouver D1, D2 et D3. Vous voyez? Donc je respecte la règle. Donc puis je vais faire l'intersection entre la réponse T1 et ici, parce que ici je pouvais mettre, c'est-à-dire directement T8 et non, c'est toujours bien. On pouvait ici prendre l'ensemble des termes pour T8 et ici faire du non 8, c'est-à-dire faire le contraire. Mais c'est toujours la même chose. Donc c'est donc l'ensemble de la réponse à la requête Q, c'est l'ensemble de la réponse à T1 et T6 et non T8. Donc c'est l'ensemble de la réponse à T1 intersection avec l'ensemble de la réponse à T6 intersection avec l'ensemble de la réponse à D8. Donc si on va faire l'intersection ici, donc normalement pour la réponse T1, T1 c'est grand. Dans les solutions dans D1, D2, D3 et D4. Ici, on n'a pas le D1, D2, on pense à T1, c'est-à-dire le grand. Grand, donc réponse à T1, donc réponse à T1 c'est D1, D2, D3 et D4. On va faire ici, D1, D2, D3 et D4. Alors je corrige ici. C'est D1, D1, D2, virgule, D3, virgule, D4. Vous voyez, je vais prendre les documents qui contiennent, donc c'est D1, D2, D3, D4. Il y a les 1 dans ma colonne. Très bien. Donc c'est D1, D2, D3 et D4. L'ensemble pour T6, T6 c'est le mot village. Donc village, je vais voir en village. Donc c'est D2, D3, D4, D5. Hein? Je vais voir ici si j'ai bien écrit. C'est D2, D3, D4 et D5. Très bien. Maintenant pour le non T8, c'est le D1, D2 et D3, c'est le reste. Vous voyez, très bien. Maintenant, donc on va faire l'intersection entre les trois ensembles. Ok. Donc c'est parce que ici c'est le D moins l'ensemble des documents qui contiennent T8. Voyez, donc l'ensemble des documents qui contiennent T8 ici c'est 2, c'est D4 et D5. Donc pour le non T8 on va prendre les documents qui restent, c'est le D, c'est-à-dire l'ensemble des documents moins les documents qui restent, c'est-à-dire moins les deux documents. Donc c'est D1 jusqu'à D5 moins D4, D5, donc ça reste D1, D2, D3. Donc c'est D1, D2, D3. Très bien. Donc ici, j'ai bien corrigé le calcul. Donc j'ai l'intersection entre trois ensembles. Donc l'intersection, on a D1. Donc on ne va pas le prendre parce qu'il n'appartient pas. Le D2, il appartient à T1, c'est-à-dire rep T1, rep T6 et rep non T8. Donc on va prendre le D2. Maintenant, D3, il appartient aux trois ensembles, parce que c'est l'intersection. C'est pas l'union.
Donc, je prends que les éléments qui sont, c'est-à-dire qui se trouvent dans les trois ensembles. Donc, le D3, je le prends. Le D4, on remarque qu'il appartient à rep T1, T6, mais n'appartient pas à rep non 8, donc je ne le prends pas. Le D5, la même chose, il n'appartient que à rep T6, je ne le prends pas. Donc, on n'a que les D2 et D3, ce sont les documents qui appartiennent à l'ensemble des trois, c'est-à-dire qui appartiennent aux trois ensembles. Donc, le résultat, c'est D2 et D3. Très bien. Donc, on va le confirmer avec le calcul de la similarité binaire. Donc, on va calculer la première similarité RSV du document D1 avec la requête qui est T1 et T6 et non T8. Donc, d'après la règle, c'est RSV de D1 T1, la première requête, et la RSV de T1 T6 et la RSV de D1 non T8. Donc, en remplaçant, en utilisant bien sûr la règle ici, vous voyez, c'est la RSV, c'est la RSV fois la RSV, c'est lorsqu'on a le et, c'est fois la RSV. Et lorsqu'on a le non, c'est 1 moins la RSV de DIQ. Donc ici, je remplace avec les règles. Donc c'est la RSV D1 T1 fois, puisqu'on a le et ici, le connecteur logique conjonction et, fois la RSV D1 T6. Ici, on a et, puis on a le non RSV, c'est-à-dire le non T8. Donc, c'est la non RSV. Donc, c'est fois, toujours parce qu'on a le et, donc j'utilise le fois. Et puisque j'ai le non T8, c'est 1, donc j'ouvre la parenthèse, c'est 1 moins la RSV D1 T8. Et je ferme la parenthèse. Donc, pour ne pas, c'est-à-dire qu'il faut bien remplacer pour ne pas avoir des erreurs dans le calcul. Donc, D1 contient le terme T1? Oui, D1 contient le terme T1. On va voir la incidence. D1 contient le terme T1, c'est 1. Donc, oui, donc c'est 1. Maintenant, RSV D1 T6. Est-ce que D1 contient T6? D1. Est-ce qu'il contient T6? Donc, je vais aller vers l'élément, la ligne D1 et la colonne T6. Donc, c'est 0. Donc, il ne contient pas. Donc, c'est 0. Vous voyez? C'est 0. Très bien. Et fois 1 moins la RSV D1 T8. Donc, c'est 1 moins. Est-ce que le D1 contient le T8? Je vais voir ici. Est-ce que le D1 contient le T8? Non, 0. Donc, c'est 1 moins 0. Donc, 1 fois 0, c'est 0. Fois 1 moins 0, c'est 1. Donc, 0 fois 1, c'est 0. Donc, 0. Cela veut dire que le document D1 ne correspond pas à la requête Q2 parce qu'on a obtenu le 0. Donc, elle ne contient pas, ça ne correspond pas. Donc, puisque ça ne correspond pas, donc on ne va pas retourner comme résultat le document D1. On va faire la même chose pour le document D2. Donc, on a obtenu un 1. Pour le document D3, on a obtenu un 1. Pour le document D4, bien sûr, avec les calculs, j'ai remplacé ici dans les différentes RSV. Et dans le document D4, on a obtenu un 0, le D5, un 0. Donc, je vais retourner que le document dont la RSV égale à 1. Donc, on a le document D2 et le D3. Donc, je retourne le D2 et le 3, donc c'est la même chose. On voit que c'est le résultat, il est similaire. C'est le D3. Si je corrige le numéro de frappe, ici c'est D2, virgule, D3. Donc, c'est des erreurs de frappe parce que j'ai fait vite pour préparer la vidéo. Donc, ici, c'est D2 et D3. Donc, c'est le même résultat, vous voyez, avec la théorie des ensembles et avec le calcul de la RSV en utilisant, bien sûr, la logique ou bien c'est-à-dire la logique de Boole. Vous voyez. Donc, le modèle booléen, c'est un modèle facile. On a le côté binaire, c'est-à-dire on n'a que deux valeurs, le 1 et le 0. Donc, le calcul n'est pas tellement compliqué parce qu'on n'a pas des scores, c'est-à-dire des poids pour chaque terme, ce qui est le cas dans le modèle booléen étendu. Donc, il retourne les documents pertinents, mais c'est-à-dire qui correspondent à la requête, mais l'inconvénient principal, c'est qu'il ne va pas ordonner le document. C'est ce qui va être, c'est-à-dire optimisé ou bien corrigé par le modèle booléen étendu, qu'on a vu comme dans des vidéos précédentes. Donc, cet exercice vous a montré différentes étapes de traitement d'un exercice de recherche d'informations, bien sûr, en utilisant le modèle booléen de base. Vous voyez. Donc, l'énoncé de l'exercice, c'était le suivant. C'était ça, voilà. On a le corpus des documents, on a les requêtes, et ici, on a spécifié le modèle à utiliser. Si jamais le modèle à utiliser n'est pas spécifié, c'est à l'étudiant de choisir un des modèles qu'il a étudié pour faire sa représentation, son indexation et son appariement, c'est-à-dire le calcul de la similarité, ou bien du score de similarité, pour pouvoir retirer ou bien retourner les documents pertinents. Donc cela termine ma vidéo. Je vous remercie pour votre
c'est-à-dire de votre attention. Ici, c'est quelques bibliographies que j'ai utilisées pour préparer cette vidéo. Donc, je vous remercie et à la prochaine vidéo. Et bon courage, bien sûr.